Catherine Fabre, on va commencer par vous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots l'esprit de la loi, l'intention du législateur pour faire bouger les lignes en matière de formation professionnelle? Alors pas de manière générale sur l'ensemble de la loi, parce qu'il faudrait plus que l'ensemble de la table ronde, mais en tout cas plus spécifiquement sur cette question de la définition de l'action de formation et des liens entre formation et travail. Tout à fait, donc... Le micro marche, oui. Bonjour à tous. Déjà, je suis ravie de pouvoir revenir ici maintenant que la loi est votée, puisqu'on a longuement travaillé dessus. Et donc, c'est un plaisir de venir la porter et la présenter devant vous aujourd'hui. Donc, effectivement, vous l'avez dit, la FEST, la formation en situation de travail, ce n'est pas sur ça qu'on met le plus peut-être l'éclairage dans les différentes discussions, alors qu'à mon sens, c'est vraiment révélateur de l'ensemble de la philosophie de la réforme. C'est-à-dire que cette formation en situation de travail, l'idée, c'est d'abord qu'elle permette aux petites entreprises qui ont souvent du mal à faire partir leurs salariés en formation pour des raisons organisationnelles, permettre à ces petites entreprises déjà d'avoir un accès effectif à la formation, puisqu'on sait aujourd'hui que ce sont les salariés qui partent le moins en formation et que c'est vraiment très évident quand on regarde les chiffres. Donc, comment est-ce que la loi a permis finalement de développer cette formation en situation de travail et quelle est la philosophie sous-tendue? Donc c'est vrai que l'article 4, qui redéfinit l'action de formation, a vraiment eu pour but d'apporter beaucoup plus de souplesse à ce qu'était l'action de formation, puisque maintenant il s'agit d'un processus pédagogique qui doit suivre un objectif professionnel. Donc c'est quand même quelque chose de très large, de très ouvert, qui permet finalement aux entreprises de sortir d'un carcan un peu séparationniste, comme vous disiez, c'est-à-dire d'un côté il y a le travail et de l'autre côté il y a le temps de formation. Et c'est très dommage, et je pense que là vous en êtes tous convaincus et je suis ravie de voir que les chiffres le montrent. C'est très dommage parce qu'on n'apprend jamais mieux qu'en situation, au moins en simulant une situation de travail, mais encore mieux en situation de travail. Donc bien sûr, il ne suffit pas de travailler pour apprendre, il y a des conditions pour que ça fonctionne. Donc par exemple, il faut qu'il y ait une réflexivité autour du travail. Et donc, c'est là où le numérique peut être utile, puisque justement on travaille, on sait qu'on va devoir se poser un certain nombre de questions et ensuite on peut, à l'aide d'un tuteur numérique, pouvoir répondre, justement pouvoir se poser des questions sur cette situation de travail ou même en amont. Donc cet article 4, il sort vraiment la formation d'un point de vue très administré, avec des dates de départ, des budgets dédiés, etc. Et il va vers quelque chose de beaucoup plus libre qui permet finalement les formations hybrides, les parcours hybrides, c'est-à-dire à la fois du parcours de la formation, par exemple en groupe et de manière théorique, à la fois des situations de travail, à la fois de la formation à distance. Et c'est justement la manière dont s'articulent ces trois points qui est très intéressante. Alors, comment est-ce que tout ça peut se mettre en œuvre? Ça sera peut-être vu par la suite. Mais en tout cas, là, ce que je souhaitais dire et insister, c'était sur le fait que, effectivement, cette formation en situation de travail, on souhaite qu'elle soit développée au maximum. On souhaite que les opérateurs de compétences puissent aider les entreprises justement à la mettre en œuvre, parce que pour certaines d'entre elles, ça peut paraître un peu abstrait finalement ce que ça veut dire. Et c'est vrai que l'ensemble de la loi va dans ce sens-là d'ouverture et d'innovation dans la formation. Alors, un autre exemple qu'on pourrait donner pour expliquer aussi qu'on est dans cette philosophie-là, c'est l'exemple de ne plus avoir des comptes, des droits à la formation en heures, mais en euros. Là aussi, ça participe de la même logique, de dire la formation n'est plus une heure de formation. La formation, c'est un processus dans lequel il y a finalement plusieurs étapes, des étapes de face-à-face théorique, mais également d'autres étapes avec des tuteurs, avec une
une organisation apprenante. Donc là aussi, on pourra peut-être revenir dessus dans le cours du débat. Mais il y a aussi, du coup, des réflexions managériales à avoir dans l'organisation. Quelle est la prise de décision, peut-être participative, qui favorise une réflexion dans le cadre de son travail? Et ça, moi, j'y crois beaucoup. Je pense beaucoup qu'en révisant finalement l'organisation au sein des entreprises, la prise de décision, on peut de manière assez naturelle accéder à une acquisition de compétences. Et en fait, toute la philosophie de cette loi, c'est de dire la formation n'est qu'un moyen parmi d'autres. La formation telle qu'on l'entend d'habitude traditionnelle n'est qu'un moyen parmi d'autres d'accéder à la compétence. Et le but, finalement, c'est vraiment le développement des compétences. C'est d'ailleurs pour ça que, symboliquement, le plan de formation d'avant s'appelle maintenant plan de développement des compétences, parce que le message qu'on veut faire passer, c'est justement le fait que la formation n'est qu'un moyen. L'objectif, ce qu'on doit poursuivre, c'est vraiment l'acquisition de nouvelles compétences. Et à mon sens, cette formation en situation de travail ne peut qu'y aider.